Alain Gonzalez, bonjour. Vous êtes directeur du service formation continue à l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie. Alors les universités ont été longtemps un peu considérées comme étant à la traîne en matière de formation continue. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors évidemment, je ne peux pas laisser dire qu'on a été à la traîne, même si on était très centré sur les publics reprises d'études et sur ce que je vais qualifier de formation initiale différée, c'est-à-dire une seconde chance pour aller chercher un diplôme de licence professionnelle ou de master. Et que probablement on nous attendait aussi sur plutôt des formations courtes, qualifiantes, pas forcément aussi longues, je dirais, qu'un master, qui peut faire 450 sur une année, puisque ça se prépare sur 2 ans. Donc je pense qu'effectivement on est en train de changer un tout petit peu de positionnement stratégique, et c'est vrai de tous les établissements, de l'UPMC, mais de toutes les universités. Alors à l'UPMC, vous avez certaines spécialités très pointues. Ces spécialités vous ont permis de nouer des partenariats avec des grands noms de l'industrie française, comme Thales. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors, pour prendre l'exemple de Thales, nous sommes en phase de co-construction d'une réponse à une demande de formation de Qatari, qui entre dans le cadre, évidemment, je dirais, de l'exportation d'un certain nombre de savoir-faire de Thales, pour lequel la formation des utilisateurs de ces technologies est indispensable. Donc l'idée, c'est d'être capable de parfaitement répondre à la demande et quelque part de pouvoir devenir un opérateur privilégié en matière de formation dans le cadre des programmes d'exportation de Thales. On a d'autres... donc là, on est sur un diplôme national de licence, mais ajusté. Qui va concerner combien de salariés à peu près ? Qui va concerner une petite dizaine de salariés dans un premier temps, et qui prend en compte les compétences acquises par ces salariés qataris, qui sont en fait des militaires, et également les parcours de formation initiaux de ces publics. Donc ça, ce sont des dispositifs qu'on a l'habitude de porter. On a aussi des formations qui sont plus courtes. Je pense à une formation qui concerne le public des visiteurs médicaux en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique, qui sont des formations de quelques jours, avec l'objectif d'une montée en compétences où on co-construit, mais aussi on co-porte la réponse formation avec le partenaire. Ça, ce sont des programmes qui deviennent assez naturels, même si je pense qu'avec la loi, on va être obligé de renforcer ces développements. Alors justement, concernant cette loi, cette réforme, on l'a vu, vous avez l'habitude déjà de travailler avec les entreprises, ce n'est pas une nouveauté pour vous. En revanche, cette loi va changer beaucoup de choses, notamment ce CPF de 150 heures. Comment vous allez gérer ce grand écart entre le CPF 150 heures et les formations universitaires qui sont de 300-400 heures? Alors, je pense qu'il faut regarder ça à 2 niveaux. Pour premier niveau, ce sont effectivement les parcours longs qui concernent les licences professionnelles ou master. On dispose déjà dans nos établissements de tout ce qui permet d'individualiser les parcours. Je pense à la validation des acquis, je pense aussi au fait qu'on peut penser une partie du parcours à distance. Donc, les universités sont probablement, avec le CNAM, les établissements qui sont les mieux armés pour rentrer dans une dimension formation tout au long de la vie. Maintenant, il reste, je dirais, 2 autres ingénieries importantes qu'il va falloir porter. L'ingénierie administrative, le suivi de ces parcours, qui deviennent complexes parce que multiples, et le suivi également de la dimension financière de ces parcours, puisque derrière le CPF, en fonction des abondements, en fonction de la mobilisation d'un CIF, d'un peu de CPF, d'autres dispositifs qui existent, on va avoir un multifinancement, et c'est une ingénierie aussi nouvelle. Donc ça reste quand même une perspective à moyen terme lourde. Comment vous la voyez, vous ? Vous êtes plutôt optimiste sur cette réforme, qu'en pensez-vous ? Alors, je suis optimiste, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, je pense qu'elle est importante pour répondre aux difficultés d'accès à la formation continue d'une partie des publics. Alors, je serais tenté de dire, pour nous, universités, ce n'est pas tant le côté demandeur d'emploi qui est l'enjeu, que vraiment la montée en compétences et la transition professionnelle de personnes en situation d'emploi. La lecture que je fais moi en tant qu'universitaire, c'est sur ce champ-là, et à l'UPMC on s'oriente vers ça de façon très marquée, que les universités sont attendues, c'est-à-dire le transfert, le portage du labo vers l'entreprise. Et dans ce cadre-là, à la fois il va falloir penser à découper nos diplômes, construire des modules professionnalisants qui répondent à l'évolution de métiers en cours ou à venir, et le faire avec les entreprises, avec les branches professionnelles. Donc ce rapprochement entre la demande et l'offre devient un enjeu des
des mois et des années qui viennent. Donc, ouais. Si on réussit cette transformation-là, ouais. et elle est aussi portée par les individus eux-mêmes dans leur appétence en matière de formation continue, et les entreprises, dans le fait que ces entreprises vont faire de la formation continue un élément clé de GPEC, de GRH, je pense que si on arrive à ça, la loi, elle sera tout à fait bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. Un dernier petit mot sur l'innovation et le rôle justement que peut jouer l'université, hein, avec l'entreprise dans ce qu'elle peut apporter en matière d'innovation. Vous parliez des labos et de la façon de transférer les compétences du labo vers l'entreprise. Comment est-ce que vous envisagez ça? Est-ce que là, on n'est pas face à un enjeu majeur de performance aussi pour les entreprises? Je pense que c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'à la fois parce que les entreprises sont souvent présentes dans les labos au travers de programmes de recherche partagés, mais qu'il n'y a pas encore nécessairement ce réflexe de se dire l'accompagnement de la recherche, je dirais plus appliqué que fondamental évidemment, vers l'emploi, vers la montée en compétences, c'est quelque chose qui doit être internalisé au sein des universités. C'est nous qui possédons les labos, qui produisons les recherches ou qui co-construisons des recherches avec les entreprises. Naturellement, les services formation continue vont maintenant s'intéresser à cet objet et être des passeurs vers l'entreprise. Donc c'est une transformation importante, parce que évidemment, dans enseignant-chercheur, il y a chercheur, il y a enseignant. Il n'y a pas forcément cet objectif naturel dans leur métier de sortir du labo pour aller vers l'entreprise. Donc c'est à nous de le faire, service formation continue. Donc ce sera l'enjeu de ces prochains mois pour vous? Des prochains mois, des prochaines années, parce que je crois que c'est une transformation importante pour l'économie. Je crois que la croissance économique, elle est là. Elle est bien sûr sur la qualification des plus bas niveaux, mais on est moins directement concerné, même si on l'est quand même. Elle est vraiment sur la capacité à porter ces innovations vers l'entreprise, vers l'emploi, et donc d'aboutir à la croissance économique accélérée. Merci beaucoup. Merci à vous.